extrait de Martien Go Home, écrit par Frederick Brown, paru en 1954. Mardi 26 mars 1964, une cabane de 2 pièces dans le désert, isolée à 150 000 au sud-est de Los Angeles. Je vous présente Luc Devereaux, 37 ans, près d'1,80 m, 65 kg. Tête surmontée de cheveux rouges en bataille, impossible à domestiquer sans l'usage de fixateurs, et Luc n'en employait jamais. Sous les cheveux, des yeux bleu pâle au regard de préférence vague. Le genre d'yeux dont on n'est jamais sûr qu'il vous voit, même s'il vous regarde. Sous les yeux, un long nez mince, raisonnablement centré dans une figure en longueur et pourvu d'une barbe de 48 heures. Luc était amoureux. Elle s'appelait Rosalind Hall et travaillait comme sténo au studio de la Paramount. Il était fou d'elle, cinglé, mordu. Ce fait n'était pas étranger à sa présence solitaire dans cette cabane, à des kilomètres de toute route bétonnée. Le possesseur de la cabane était un de ses amis, Carter Benson, écrivain comme lui. Il l'habitait à l'occasion, durant les mois frais comme en ce moment, dans le même dessein que celui de Luc, à l'heure présente, trouver la solitude pour trouver un sujet de roman, pour trouver de quoi vivre. C'était le soir du 3e jour depuis la venue de Luc à la cabane, et il n'avait toujours rien trouvé. La solitude pourtant était sans faille, ni courrier, ni téléphone, pas âme qui vive à perte de vue. Néanmoins, cet après-midi, il lui semblait avoir furtivement entrevu une idée, quelque chose de vague, de diaphane, impossible à fixer sur le papier, quelque chose d'impalpable en tant que concept, mais quelque chose. Il espérait que ce serait un point de départ, l'amorce d'un mieux par rapport à la désastreuse situation de ces derniers temps à Los Angeles. La pire dégringolade de toute sa carrière d'écrivain. Pas un mot rédigé durant des mois. De quoi devenir fou. Et son éditeur qui n'arrêtait pas de se le relancer. En réclamant un titre, au moins un titre, à mentionner comme prochain livre à paraître de lui. Et en demandant quand le bouquin serait écrit. Requête légitimée par les $500 d'avance déjà versés. En définitive, livré au désespoir, et quel désespoir est pire que celui de l'écrivain incapable d'accoucher d'une ligne, il avait sollicité de Carter Benson qu'un contrat avec Hollywood allait tenir absent 6 mois, la permission de loger dans son ermitage. Et il entendait y demeurer jusqu'à gestation complète d'un livre. Une fois celui-ci mis en train, il pourrait retourner dans son habitat natif où il lui serait loisible de le mener à bien sans avoir à se priver des soirées avec Rosalind Hall. Et depuis 3 jours donc, de 9h du matin à 5h du soir, il arpentait le plancher en essayant de se concentrer, s'efforçant au calme et parfois prêt à hurler. Le soir, sachant qu'il serait plus nuisible que salutaire de torturer trop longtemps son cerveau, il s'accordait repos, lecture et quelques vers. Plus précisément 5 vers, de quoi le détendre sans le noircir. Il les faisait durer soigneusement jusqu'à 11h et se mettait alors au lit. Rien ne valait la régularité. Enfin, bien sûr, ce n'était pas très concluant jusqu'ici. À 20h14, heure susdite, il en était à la seconde gorgée de son 3e verre, qui le mènerait jusqu'à 9h. Il s'efforçait de lire, mais son esprit, au lieu de se consacrer à la lecture, l'entraînait à la recherche de l'inspiration. L'esprit humain a souvent le goût de la contradiction. Et sans doute parce que son cerveau suivait à cette minute une pente naturelle, Luc était plus près d'un sujet de roman qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Laissant muser son imagination, il se demanda brusquement « Et si les Martiens ?» Un coup fut frappé à la porte. Il la regarda avec stupéfaction avant de poser son verre et de se lever. Dans le silence du soir, il aurait forcément entendu une auto, et à pied, personne ne se serait promené par ici. Il y eut un nouveau coup, plus fort. Luc alla ouvrir et regarda dehors, au clair de lune. Il ne vit rien. Il regarda ensuite à ses pieds. Oh non! Un petit homme vert d'environ 75 cm de haut. « Salut Toto !»
fit le petit homme vert. C'est bien la terre ici ? Oh non, répéta Luc Devereux, c'est pas possible. Ah, on dirait que si pourtant. Le petit homme vert éleva la main. Une seule lune, dont les dimensions et les distances correspondent. Il n'y a qu'une seule planète dans le système à n'avoir qu'une lune et c'est la Terre. La mienne en a 2. Ciel, dit Luc. Il n'y avait qu'une seule planète dans le système solaire à avoir 2 lunes et c'était... Allons, Toto, mettons les choses au point. Est-ce que c'est la Terre, oui ou non ? Luc acquiesça faiblement. Bon, dit le petit homme, voilà toujours un point d'acquis. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu as l'air tout chose, Toto ? Tu te sens mal ? C'est ça ta façon d'accueillir les visiteurs ? Tu ne vas pas m'inviter à entrer ? Si, vous voulez vous donner la peine, déclara Luc. Parvenu à l'intérieur, le Martien regarda autour de lui, les sourcils froncés. Quel piaule minable! Est-ce que tous les terriens vivent là-dedans ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un taudis ? Et ce mobilier, c'est d'un miteux. Je ne l'ai pas choisi, plaça Luc sur un ton d'excuse. C'est à un de mes amis. Eh ben, t'as de drôles d'amis. Tu es tout seul ici ? C'est justement ce que je me demande. Vous êtes peut-être une hallucination. Le Martien s'éleva d'un bond jusqu'à une chaise et s'assit, les jambes pendantes. Peut-être. Dans ce cas, tu as une araignée au plafond. Luc ouvrit et referma la bouche. Il se rappela son verre et le renversa en voulant le saisir. Le contenu s'en répandit à travers la table et sur le plancher. Il jura puis se souvint que ce n'était pas un mélange très corsé. Ce dont il avait besoin en la circonstance, c'était de quelque chose de raide. Il alla se verser un plein verre de whisky. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques de Drancy, d'Uny, Le Bourget. Inscription gratuite. Extrait de Glissement de temps sur Mars, écrit par Philippe Cadic, paru en 1963. Jack Bolen habite sur Mars avec sa femme Sylvia et son fils David. Il est réparateur d'objets dans l'entreprise de Monsieur Yi. Son père, qui vit sur Terre, s'apprête à lui rendre visite. C'est dur de travailler pour Monsieur Yi, pensa-t-il en montant jusqu'au toit, sur lequel étaient posés les hélicoptères de la société. Tout était organisé d'une manière très rationnelle. Monsieur Yi se comportait comme une machine, construite pour calculer, pour estimer. 6 ans plus tôt, à l'âge de 22 ans, il avait estimé qu'une affaire sur Mars pourrait lui procurer des bénéfices plus confortables que sur Terre. Sur Mars, on avait un besoin urgent de personnel pour entretenir et réparer toutes sortes de machines, tout ce qui contenait des pièces mobiles, car il était très coûteux de faire venir de la Terre de nouveaux appareils. Un vieux grille-pain, que sur Terre on aurait mis au rebut sans hésitation, devait sur Mars être maintenu en état de marche. Monsieur Yi avait apprécié cette idée de sauvegarde des biens. Ayant été élevé dans l'atmosphère économe et puritaine de la Chine populaire, il n'approuvait pas le gaspillage. Et comme il était ingénieur électricien dans la province du Honan, il possédait la formation nécessaire. C'était ainsi que d'une manière tranquille, méthodique, il était arrivé à prendre une décision qui représentait pour la plupart des gens un déchirement émotionnel catastrophique. Il avait pris ses dispositions pour émigrer aussi simplement qu'il aurait décidé de se rendre chez le dentiste pour se faire poser un dentier en acier inoxydable. Il savait, jusqu'au dernier dollar ONU, dans quelle mesure il pourrait réduire ses frais généraux lorsqu'il aurait monté son affaire sur Mars. Il s'agissait d'une opération à faible marge, mais conduite d'une manière toute professionnelle. Durant les 6 années qui s'étaient écoulées, depuis 1988, il n'avait cessé de s'étendre et ses réparateurs avaient désormais priorité dans les cas d'urgence.
Et quelle réparation pouvait ne pas être urgente dans une colonie qui avait encore des difficultés à faire pousser ses propres radis et à réfrigérer sa faible production de lait. Jack Bolen ferma la porte de l'hélico, mit le moteur en marche et ne tarda pas à s'élever au-dessus des bâtiments de Bushwood Park, dans le ciel terne et brumeux du matin, pour sa première réparation de la journée. Très loin sur sa droite, un énorme vaisseau en provenance de la Terre venait de se poser sur le cercle de basalte qui constituait le terrain d'atterrissage des cargaisons vivantes. D'autres frettes devaient être déchargées à une centaine de miles vers l'est. C'était un transport de première classe et dans quelques instants arriveraient à son bord des dispositifs télécommandés qui débarrasseraient les passagers de tous les virus, bactéries, insectes et parasites qui pouvaient s'accrocher à eux. Ils en ressortiraient aussi nus qu'au jour de leur naissance, passeraient par des bains chimiques, subiraient 8 heures de tests en bredouillant les réponses d'un ton irrité, et seraient enfin libérés pour s'occuper de leur propre survie, celle de la colonie ayant été assurée. Certains pourraient même être renvoyés sur Terre, ceux dont l'état laisserait craindre des tares génétiques révélées par la tension du voyage. Jack imagina son père en train d'endurer patiemment les formalités d'immigration. « Il faut passer par là, mon garçon, dirait son père. C'est une nécessité. » Le vieil homme, qui méditait en fumant son cigare, un philosophe dont toute l'éducation formelle n'avait consisté qu'en 7 années passées à l'école communale de New York et durant la période la plus barbare de ce système scolaire. C'est étrange, pensa-t-il, la manière dont le caractère se manifeste. Le vieil homme avait atteint un certain degré de connaissance qui lui dictait son comportement, non pas au sens social, mais d'une manière plus profonde et permanente. Il pourra s'adapter à cette planète, décida Jack. Durant son bref séjour, il saura s'acclimater, bien mieux que Sylvia et moi-même, un peu comme David a su le faire. Son père et son fils devraient bien s'entendre. Tous deux étaient perspicaces et pragmatiques, mais possédaient toutefois un côté aventureusement romantique, comme en témoignait le désir impulsif qu'avait eu son père d'acheter un terrain dans les monts FDR. C'était un dernier sursaut de l'espoir éternel qui animait le vieil homme. Voilà une terre qui se vendait pour presque rien, dont personne ne voulait, mais c'était là l'authentique frontière des pionniers, ce qui n'était manifestement plus le cas des régions habitables de Mars. Sous lui, Jack remarqua le canal du sénateur Taft et changea de cap afin de le suivre. Le canal le conduirait jusqu'à la ferme laitière de Macauliffe et ses prés desséchés, couvrant des milliers d'acres, son troupeau de vaches de Jersey, autrefois primées, mais que cet environnement impitoyable avait transformé en caricature de leurs ancêtres. C'était cela, la partie habitable de Mars, cette toile d'araignée presque fertile, ces lignes qui rayonnaient, s'entrecroisaient, mais qui suffisaient à peine à entretenir la vie, sans plus. Le sénateur Taft, qu'il survolait maintenant, était d'un vert paresseux et repoussant. Plus loin, l'eau serait épurée, filtrée, mais elle exposait ici les alluvions du temps, le limon, le sable et les déchets que contenaient ces profondeurs et qui la rendaient absolument imbuvable. Dieu seul savait quelle quantité d'ammoniac avait été absorbée par la population et s'était fixée dans les os des gens. Cependant, ils étaient en vie. L'eau ne les avait pas tués, malgré sa couleur brun-jaune et les sédiments dont elle était saturée. Et plus à l'ouest, les terres vierges attendaient que la science humaine se déchaîne à nouveau pour accomplir son miracle. Les équipes d'archéologues ayant atterri sur Mars au début des années 70 s'étaient empressées d'établir les différentes phases du déclin de l'ancienne civilisation que les êtres humains commençaient maintenant à remplacer. Elle ne s'était jamais installée dans le désert lui-même. Bien entendu, comme sur Terre les peuples du Tigre et de l'Euphrate, elle s'était accrochée aux régions qu'elle pouvait irriguer. Lors de son apogée,
L'ancienne culture martienne avait occupé 1/5 de la surface planétaire, laissant le reste comme elle l'avait trouvé. La maison de Jack Bolen, par exemple, près de la jonction des canaux William Butler Yeats et Hérodote. Elle se trouvait presque à la limite du réseau, grâce auquel la fertilité se maintenait depuis 5000 ans. Les Bolen étaient arrivés assez tard, mais personne n'avait songé alors, 11 ans auparavant, que l'émigration subirait une chute aussi brutale. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques de Drancy, Duny, Le Bourget. Inscription gratuite. Extrait de La Guerre des mondes, écrit par H.G. Wells, paru en 1898. À la fin du XIXe siècle, des astronomes observent des phénomènes anormaux à la surface de Mars. Bientôt, des météores venant de la planète rouge s'écrasent sur Terre. Il s'agit d'étranges objets ayant la forme de cylindres. Chapitre 4. Le cylindre se dévisse. Quand je revins à la lande, le soleil se couchait. Des groupes épars se hâtaient, venant de Woking, et 1 ou 2 personnes s'en retournaient. La foule autour du trou avait augmenté et se détachait, noire sur le jaune pâle du ciel. 200 personnes environ. Des voix s'élevèrent et il sembla se produire une sorte de lutte alentour du trou. D'étranges idées me vinrent à l'esprit. Comme j'approchais, j'entendis la voix de Stent qui s'écriait « En arrière, en arrière !» Un gamin arrivait en courant vers moi. « Ça remue, me dit-il en passant. Ça se dévisse tout seul. C'est du louche tout ça. Merci, je me sauve. » Je continuai ma route. Il y avait bien là, j'imagine, 200 ou 300 personnes se pressant et se coudoyant, les quelques femmes n'étant en aucune façon les moins actives. « Il est tombé dans le trou !» cria quelqu'un. « En arrière !» crièrent des voix. La foule s'agita quelque peu, et en jouant des coudes, je me frayai un chemin entre les rangs pressés. Tout ce monde semblait grandement surexcité. J'entendis un bourdonnement particulier qui venait du trou. « Dites donc, » me cria Ogilvy, « aidez-nous à maintenir ces idiots à distance. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans cette diablesse de choses. » Je vis un jeune homme, que je reconnus pour un garçon de boutique de Woking, qui essayait de regrimper hors du trou dans lequel la foule l'avait poussé. Le sommet du cylindre continuait à se dévisser de l'intérieur. Déjà 50 centimètres de vis brillante paraissaient. Quelqu'un vint trébucher contre moi et je faillis bien être précipité contre le cylindre. Je me retournai et à ce moment le dévissage dut être au bout, car le couvercle tomba sur les graviers avec un choc retentissant. J'opposai solidement mon coude à la personne qui se trouvait derrière moi et tournai mes regards vers la chose. Pendant un moment, cette cavité circulaire sembla parfaitement noire. J'avais le soleil dans les yeux. Je crois que tout le monde s'attendait à voir surgir un homme, possiblement quelque être un peu différent des hommes terrestres, mais en ses parties essentielles, un homme. Je sais que c'était mon cas. Mais, regardant attentivement, je vis bientôt quelque chose remuer dans l'ombre. Des mouvements incertains et houleux, l'un par-dessus l'autre. Puis 2 disques lumineux comme des yeux. Enfin, une chose qui ressemblait à un petit serpent gris, de la grosseur environ d'une canne ordinaire, se déroula hors d'une masse repliée et se tortilla dans l'air de mon côté. Puis ce fut le tour d'une autre. Un frisson soudain me passa par tout le corps. Une femme derrière moi poussa un cri aigu. Je me tournai à moitié, sans quitter des yeux le cylindre hors duquel d'autres tentacules surgissaient maintenant, et je commençai à coups de coude à me frayer un chemin en arrière du bord. Je vis l'étonnement faire place à l'horreur sur les faces des gens qui m'entouraient. J'entendis de tous côtés des exclamations confuses, et il y eut un mouvement général de recul. Le jeune boutiquier qui se hissait à grands efforts sur le bord du trou, et tout à coup, je me trouvai seul, tandis que de l'autre côté, les gens s'enfuyaient, et Stent parmi eux. Je reportai les yeux vers le cylindre, et une irrésistible terreur s'empara de moi. Je demeurai ainsi pétrifié, et les yeux fixes.
une grosse masse grisâtre et ronde, de la grosseur à peu près d'un ours, s'élevait lentement et péniblement hors du cylindre. Au moment où elle parut en pleine lumière, elle eut des reflets de cuir mouillé. 2 grands yeux sombres me regardaient fixement. L'ensemble de la masse était rond et possédait pour ainsi dire une face. Il y avait sous les yeux une bouche, dont les bords sans lèvres tremblotaient, s'agitaient et laissaient échapper une sorte de salive. Le corps palpitait et haletait convulsivement. Un appendice tentaculaire long et mou agrippa le bord du cylindre et un autre se balança dans l'air. Ceux qui n'ont jamais vu de martiens vivants peuvent difficilement s'imaginer l'horreur étrange de leur aspect. Leur bouche singulière en forme de V et la lèvre supérieure pointue, le manque de front, l'absence de menton au-dessous de la lèvre inférieure en coin, le remuement incessant de cette bouche, le groupe gorgonesque des tentacules, la respiration tumultueuse des poumons dans une atmosphère différente, leurs mouvements lourds et pénibles à cause de l'énergie plus grande de la pesanteur sur la terre, et par-dessus tout, l'extraordinaire intensité de leurs yeux énormes. Tout cela me produisit un effet qui tenait de la nausée. Il y avait quelque chose de fongueux dans la peau brune huileuse, quelque chose d'inexprimablement terrible dans la maladroite assurance de leurs lents mouvements. Même à cette première rencontre, je fus saisi de dégoût et d'épouvante. Soudain, le monstre disparut. Il avait chancelé sur le bord du cylindre et dégringolé dans le trou avec un bruit semblable à celui que produirait une grosse masse de cuir. Je l'entendis pousser un singulier cri rauque, et immédiatement après, une autre de ces créatures apparut vaguement dans l'ombre épaisse de l'ouverture. Alors, mon accès de terreur cessa. Je me détournai, et dans une course folle, m'élançai vers le premier groupe d'arbres, à environ 100 mètres de là. Mais je courais obliquement et en trébuchant, car je ne pouvais détourner mes regards de ces choses. Parmi quelques jeunes sapins et des buissons de genêts, je m'arrêtai haletant, anxieux de ce qui allait se produire. La lande autour du trou était couverte de gens épars, comme moi, à demi fascinés de terreur, épiant ces créatures, ou plutôt l'amas de gravier bordant le trou dans lequel elles étaient. Alors, avec une horreur nouvelle, je vis un objet rond et noir s'agiter au bord du talus. C'était la tête du boutiquier qui était tombée dans la fosse, et cette tête semblait un petit point noir contre les flammes du ciel occidental. Il parvint à sortir une épaule et un genou, mais il parut retomber de nouveau, et sa tête seule resta visible. Soudain, il disparut, et je m'imaginai qu'un faible cri venait jusqu'à moi. Une impulsion irraisonnée m'ordonna d'aller à son aide, sans que je puisse surmonter mes craintes. Tout devint alors invisible, caché dans la fosse profonde, et par le tas de sable que la chute du cylindre avait amoncelé. Quiconque serait venu par la route de Chobham ou de Woking eût été fort étonné de voir une centaine de gens environ, en un grand cercle irrégulier, dissimulés dans des fossés, derrière des buissons, des barrières, des haies, ne se parlant que par cris brefs et rapides, et les yeux fixés obstinément sur quelques tas de sable. La brouette de provisions, épave baroque, était restée sur le talus, noire contre le ciel en feu, et dans le chemin creux était une rangée de véhicules abandonnés, dont les chevaux frappaient de leurs sabots le sol, ou achevaient la pitance d'avoine de leurs musettes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques Drancy, Duny, Le Bourget, inscription gratuite. Extrait du roman Le cycle de Mars, écrit par Edgar Rice Burroughs, publié en 1917. Je rouvris les yeux sur un paysage étrange, surnaturel, et me trouvai habité d'une certitude immédiate. J'étais sur Mars. Intuition si profondément ancrée que je me trouvais dans l'impossibilité de la mettre en doute. Pourtant, n'était-ce pas le fruit d'une hallucination ou d'un instant de folie momentanée toujours possible, ou encore plus simplement le seul fait du sommeil, tout cela n'étant qu'un rêve ou un cauchemar ? Mais non, je n'étais pas du tout endormie. Nul besoin du pincement, cette fois, comme j'avais dû le faire peu de temps avant dans la caverne de l'Arizona. Une conviction profonde assurait ma présence certaine sur la planète rouge. Vous-même avez la certitude d'être sur Terre. Auriez-vous l'idée de mettre ce fait en doute ? Personnellement, la possibilité d'être ailleurs que sur Mars ne m'effleura pas un seul instant. Quoi qu'il en soit, je me retrouvais allongée sur un tapis de végétation jaunâtre,
assez semblable à de la mousse, s'étendant dans toutes les directions autour de moi, à des kilomètres à perte de vue même. Apparemment, je me trouvais dans une sorte de bassin naturel, assez creux et profond, de forme circulaire, bordé par des collines irrégulières dans le lointain. Il devait être midi, car le soleil brillait juste au-dessus et ses rayons brûlaient mon corps toujours nu. Il était loin, néanmoins, de rayonner aussi crûment qu'en plein désert de l'Arizona. On voyait de ci de là des affleurements de roches contenant des inclusions de quartz qui étincelaient sous les rayons du soleil. Légèrement à gauche, à quelques cent mètres tout au plus, un petit mur s'élevait d'à peine 1 mètre de hauteur, formant visiblement la limite d'un enclos. La seule végétation consistait en cette mousse et il n'y avait pas de trace d'eau nulle part. Terriblement assoiffé, je résolus de procéder à une reconnaissance. Sautant sur mes pieds, un peu vivement, j'eus ma première surprise martienne. L'effort, qui sur la terre m'aurait simplement mis debout, me projeta en l'air à un bon mètre de hauteur pour retomber au sol assez lentement, sans choc ni secousse. De ce moment commencèrent quelques évolutions qui me parurent sur le moment du plus grand cocasse. Je compris bien vite qu'il allait falloir réapprendre à marcher. La coordination musculaire assurant sur terre une démarche ferme et aisée me transformait ici en un véritable pantin. Au lieu d'avancer d'une façon normale et digne, toute tentative de marche se traduisait simplement par une série de sautillements qui me détachaient du sol de plus d'1 demi-mètre, puis je me retrouvais projeté, soit sur le ventre, soit sur le dos, au terme de 2 ou 3 bonds. Les muscles, parfaitement adaptés à la pesanteur de la terre, me jouaient ici un bien mauvais tour, en essayant de s'adapter à la force de gravitation, propre à Mars, ainsi d'ailleurs qu'à sa pression atmosphérique nettement moindre. Je décidai donc d'aller examiner cet édifice bas, seule preuve jusqu'ici du moins d'une vie organisée. Je dus, pour ce faire, revenir à la seule façon primitive de progresser. Je rampais. M'en tirant assez bien de cette manière, j'atteignis cette murette basse qui délimitait visiblement un enclos en quelques minutes à peine. Pas de trace de porte ni de fenêtre, du côté où je me trouvais, du moins. Mais l'édifice, ne faisant guère plus d'1,20 mètre de hauteur, je n'eus qu'à me relever, pour pouvoir scruter attentivement l'intérieur de toute ma hauteur. Je contemplais ainsi le plus étrange spectacle qui m'eût été donné de voir à ce jour. La toiture de cet édifice, tout en verre, devait bien avoir une dizaine de centimètres d'épaisseur. À l'intérieur, on voyait nettement répartis plusieurs centaines de gros œufs, parfaitement sphériques, et d'un blanc de neige d'environ 80 cm de diamètre. 5 ou 6 d'entre eux venaient vraisemblablement d'éclore, et les grotesques créatures qui se trouvaient là, clignant des yeux sous la vive lumière du soleil, me firent douter un instant d'avoir vraiment tous mes esprits, tant elles étaient abominablement laides et caricaturales. On aurait dit qu'elles n'avaient pratiquement qu'une énorme tête sur un tout petit corps étriqué, avec un cou allongé et 6 pattes. En réalité, appris-je par la suite 2 jambes, 2 bras et une paire de membres intermédiaires qui pouvaient servir à volonté soit de jambes, soit de bras. Les yeux, placés latéralement vers l'arrière du visage, un peu au-dessus de la partie médiane, se situaient à l'extrémité de pédoncules mobiles leur permettant de se tourner en tous sens. De la sorte, ils pouvaient voir soit en avant, soit vers l'arrière, indépendamment l'un de l'autre. Ces êtres disposaient donc d'une vision à volonté dans une seule direction, ou bien au contraire, selon 2 axes différents, ce qui leur évitait d'avoir à tourner la tête pour suivre un objet mobile. Les 2 oreilles se situaient un peu au-dessus des yeux, elles étaient rapprochées l'une de l'autre et ressemblaient assez à 2 antennes en forme de coupe, formant une légère protubérance d'1 ou 2 cm, du moins chez les jeunes. Quant au nez, ce n'était qu'une simple fonte longitudinale en plein milieu du visage entre la bouche et les oreilles. Le corps n'était recouvert d'aucun pelage et la peau, nue, était d'un jaune pâle avec des reflets verdâtres. J'appris par la suite que les adultes devenaient rapidement plus foncés, un vert olive plus sombre chez les mâles que chez les femelles. De même, en grandissant, la tête n'était plus aussi disproportionnée par rapport au corps. L'iris de leur œil était rouge sang, comme chez nos albinos, avec une pupille noire et le globe d'un blanc éblouissant, de même que les dents. Ces dernières ajoutaient d'ailleurs à la férocité de leur aspect général. Les crocs de la partie inférieure s'incurvaient vers le haut, pareil à des défenses, et s'amincissaient jusqu'à devenir tranchants, pour terminer en pointe à la hauteur où se trouvent les yeux dans le visage humain. Cette blancheur de la dentition n'était pas du tout celle de l'ivoire, ainsi que sur Terre, mais plus exactement celle de la neige ou encore de la porcelaine chinoise. Autrement dit,
Ses défenses se détachaient de manière frappante sur la teinte olivâtre et prenaient ainsi l'aspect d'armes formidables qui rendaient ces bêtes terribles à voir. Il va sans dire que je notais ces détails par la suite, car sur le moment, j'avais bien peu de temps pour réfléchir longuement à toutes ces étrangetés que je découvrais au fur et à mesure. D'autres œufs se fendaient et allaient visiblement éclore. J'étais tellement absorbée par l'apparition de ces hideux petits monstres en train de briser leur coquille de l'intérieur que je ne remarquais pas, derrière moi, la venue d'un contingent de martiens. Ils approchèrent dans le plus grand silence, le tapis de mousse rendant toute progression élastique et silencieuse. Ce sol s'étend pratiquement à toute la surface de la planète, excepté aux 2 pôles et dans quelques régions cultivées très éparpillées. Ils auraient aisément pu me capturer, mais leurs intentions étaient manifestement plus noires. Je fus averti du danger imminent par un cliquetis dans les armes que portait le guerrier en tête du groupe. Ma vie, à ce moment précis, se trouva suspendue à un fil, et je reste encore stupéfait d'avoir si facilement échappé à une mort presque certaine. C'est le fusil du chef de groupe qui, en glissant dans son étui derrière la selle, alla heurter la boucle, retenant une grande lance métallique. Sans cela, j'aurais passé prestement de vie à trépas, sans seulement avoir eu le temps de faire ouf en ignorant que la mort était sur moi. Toujours est-il que ce léger bruit me fit me retourner. Je me trouvais face à une lance pointée à moins de 3 mètres de ma poitrine. Mesurant plus de 10 mètres de long et munie d'une pointe scintillante, elle était tenue assez bas par un guerrier, qui était une réplique exacte des petits démons que je venais d'observer avec tant d'intérêt. Cela à un détail près, celui-ci avait enfourché une monture. Combien ces petites horreurs prenaient maintenant à mes yeux une apparence chétive et inoffensive, car j'avais devant moi, semblable en tout point, l'incarnation gigantesque et terrifiante de la haine, du désir de vengeance et de la mort. Cet homme, comme on l'appelait autrement, n'était pas loin de mesurer 5 mètres, et sur Terre, il aurait certainement pesé 180 à 200 kilos sans mal. Il se tenait à califourchon sur sa monture, comme nous montons nos chevaux, et enserré de ses membres inférieurs l'énorme ventre, gros comme une barrique. Les mains de ses 2 bras étroits tenaient fermement l'immense lance, assez bas, à la hauteur du flanc de la bête. Quant aux 2 bras gauches, il les étendait latéralement pour lui servir de balancier, car ni bride ni renne n'étaient là pour guider la créature de cauchemar qu'il montait. À ce propos, il me faut dire à quoi ressemblait cette monture. Quel mot employer pour la décrire ? Son cou devait culminer à 3 bons mètres au-dessus du sol. Elle avait 4 pattes de chaque côté, une queue épaisse et aplatie, plus large à son extrémité qu'à la base, et qui se tenait raidie vers l'arrière quand elle prenait une vive allure. Sa bouche, toujours ouverte, lui fendait la tête en 2, depuis le mufle jusqu'à l'encolure massive. Ces bêtes étaient dépourvues de pelage, tout comme leurs cavaliers étaient complètement glabres. Leur cuir, lisse et brillant, avait une teinte très sombre, couleur d'ardoise, et le ventre était blanc. La couleur des pattes passait progressivement du gris en haut au jaune vif des pieds. Ceux-ci étaient largement rembourrés et dépourvus de griffes ou de sabots, fait qui contribuait largement au caractère silencieux de leur progression. Cette absence de parties cornées est un trait caractéristique de la faune martienne, de même que la multiplicité des pattes. Seul le type le plus évolué de vie sur Mars, le type franchement humain et un autre mammifère, ont des ongles bien formés. Les autres animaux, eux, n'ont pas de sabots cornés. Ce démon qui m'attaquait était suivi de 19 autres, semblables à lui en tout point, mais j'appris par la suite qu'ils possédaient chacun leur signe distinctif et qu'il était possible de les reconnaître aisément, de la même manière que nous autres sommes ainsi faits qu'il n'y a finalement aucune similitude, alors que nous sommes pourtant coulés dans un même moule. Quoi qu'il en soit, le portrait que je viens d'en faire longuement ici, véritable matérialisation d'un cauchemar, m'a paru en 1 seconde lorsque je me retournai et que je les vis. C'était une impression fulgurante et horrible. La première des lois de la nature, la plus élémentaire, s'imposait. C'était d'ailleurs la seule solution à un problème d'une urgence telle qu'il fallait se décider en une fraction de seconde. Il me fallait m'éloigner de la pointe de lance qui était en train de me charger. En conséquence, je fis un bond très terrestre et en même temps surhumain. Mon but était d'atteindre le sommet de cet édifice que j'avais compris être un incubateur ou une couveuse. Cet effort se trouva couronné d'un succès tel qu'il me stupéfia moi-même. En outre, il parut étonner les guerriers martiens tout autant. En effet, ce sommet leva à au moins 10 mètres de hauteur et je retombai à plus de 30 mètres de mes assaillants de l'autre côté de l'édifice, reprenant enfin contact avec le sol élastique sans aucun mal et même, disons-le, avec une certaine élégance.
Me retournant, alors, je les vis alignés le long du mur au bord duquel j'étais un instant auparavant. Certains d'entre eux m'observaient avec une expression traduisant, je le sus par la suite, un extrême étonnement. Quant aux autres, ils étaient manifestement satisfaits de constater qu'aucun mal n'avait été fait à leurs petits. Ils échangèrent fort ce propos à voix basse, me désignant avec quantité de gestes. S'étant bien convaincus que leur jeûne était indemne et que de plus je n'avais aucune arme, ils furent mieux disposés, leur férocité s'atténuant quelque peu. Mais ce qui les avait visiblement le plus favorablement impressionnés, c'était mon exploit de grand champion du saut d'obstacles. Il faut préciser que, si les Martiens sont immenses et ont donc les os très longs, leur musculature est adaptée à la gravitation réduite de leur planète. La conséquence est immédiate. Ils sont d'une agilité médiocre et de même leur puissance, au regard de leur poids, est très réduite par comparaison avec un homme terrestre beaucoup plus vif et surtout nettement plus fort. Je doute même pour cela que transportés brusquement sur la terre, ils eussent pu se mettre debout, qu'ils eussent été capables de mouvoir leur masse. Je suis même sûre que cela eût été totalement impossible. De fait, il est certain que mon exploit dut paraître aussi étonnant aux Martiens qu'il l'aurait été pour de simples terriens. En conséquence, abandonnant l'idée de me détruire, ils se mirent à voir dans ma réponse plutôt une découverte merveilleuse qu'il fallait capturer, séance tenante, pour l'exhiber ensuite à leurs congénères. Cette surprenante agilité m'avait fallu un certain répit, me donnant le temps d'échafauder un plan pour l'avenir immédiat et aussi de mieux observer ces féroces guerriers que je n'arrivais pas à dissocier dans mon esprit des guerriers indiens qui m'avaient poursuivi la veille. Chacun d'eux portait plusieurs armes, en sus de l'immense lance déjà mentionnée. De toutes ces armes, celle qui me dissuada de tenter une évasion par bonds successifs était selon de toute évidence un fusil, et j'eus l'intuition, je ne sais pas pourquoi, qu'il s'en servait avec une particulière efficacité. Ce genre d'engin est fait d'un métal blanc, monté sur un bois très apprécié sur Mars, d'un genre totalement inconnu de nous autres, habitants de la Terre, qui s'avéra par la suite particulièrement léger et extrêmement dur. Le métal du fût est un alliage composé essentiellement d'aluminium et d'un acier qu'ils ont appris à tremper jusqu'à lui donner une dureté qui excède très largement celle de notre acier. De poids très réduit et de petit calibre, les projectiles explosifs utilisés en radium et l'extrême longueur du canon le rendent mortel à l'extrême, à une portée qui serait impensable chez nous. Songeant en effet que la distance atteinte par les projectiles d'un tel fusil est de quelques 100 km. Toutefois, c'est la portée théorique et, en réalité, le mieux qu'il puisse faire actuellement quand il est équipé de son chercheur sans fil et de capteurs optiques. Dépasse à peine les 250 km. On comprendra sans peine que ces considérations m'inspirèrent le plus grand respect envers les armes à feu martiennes et une force télépathique dut m'avertir de ne tenter aucune fuite en plein jour du moins, devant les 20 bouches à feu de ces machines infernales conçues pour semer la mort. Après un bref conciliabule entre eux, les Martiens reculèrent à l'endroit d'où ils venaient, laissant un des leurs à l'intérieur des limites du bâtiment. Ils stoppèrent à environ 200 mètres et tournèrent leur monture vers nous afin de protéger leurs compagnons restés seuls. C'était celui-là même dont la lance avait été sur le point de me transpercer. Certainement le chef du détachement, qui semblait bien avoir fait un signe commandant les mouvements des autres cavaliers. Une fois ces hommes arrêtés, il mit pied à terre, jeta sa lance au loin, ainsi que ses armes de petit calibre, et se dirigea posément vers moi en contournant l'extrémité de l'incubateur. Il était totalement désarmé et aussi nu que moi-même, à l'exception des bijoux qui ornaient sa tête, ses membres et sa poitrine. Parvenu à une quinzaine de mètres, il dégrafa un énorme bracelet et, le tenant dans la paume de sa main grande ouverte, il s'adressa à moi d'une voix claire et forte, mais faut-il le préciser, dans une langue qu'il m'était impossible de comprendre. Puis il s'arrêta, comme s'il attendait une réponse, orientant ses oreilles, semblables à des antennes, et dressant vers moi ses étranges yeux. Le silence devenait pesant, et il fallait se risquer à faire une petite déclaration en réponse, puisqu'il avait manifestement pris l'initiative d'une proposition de paix. L'abandon de ses armes, ostensiblement jetées, l'attestait ainsi que le retrait de sa troupe convergeant tout d'abord vers moi. Cela impliquait sur la Terre, du moins cela aurait impliqué, une volonté pacifique. Pourquoi en aurait-il été différemment sur Mars ? Portant la main sur mon cœur et m'inclinant bien bas devant le Martien, je fis un discours improvisé, expliquant que, en dépit du fait que sa langue m'était totalement incompréhensible, son comportement à lui seul plaidait déjà en sa faveur. Paix et amitié,
dans l'état présent des choses, nous étaient des plus chers à tous deux. Évidemment, pour ce qui est de l'intelligibilité de cette déclaration, cela aurait tout aussi bien pu être le gargouillis émis par un ruisseau. En revanche, il interpréta parfaitement l'action accompagnant ce speech. Je tendis le bras vers lui, m'avançai, et saisissant le bracelet dans sa main, toujours ouverte, le refermai autour de mon poignet, en lui faisant remonter jusqu'à la hauteur de l'épaule. Puis, je lui adressai un sourire et, immobile, attendis la suite des événements. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques Drancy, Duny, Le Bourget. L'inscription est gratuite. Extrait des Chroniques martiennes de Ray Bradbury, paru en 1950. Septembre 2036. Le Martien. Les montagnes bleues s'élevaient dans la pluie, et la pluie tombait dans les longs canaux. Le vieux Lafarge et son épouse sortirent de leur maison pour la regarder. « La première averse de la saison », fit observer Lafarge. « Ça fait plaisir, » dit sa femme. « Elle est la bienvenue. » Ils refermèrent la porte. À l'intérieur, ils se réchauffèrent les mains au-dessus du feu. Au loin, par la fenêtre, ils apercevaient les flancs luisants de pluie de la fusée à bord de laquelle ils avaient quitté la terre. « Je n'ai qu'un regret, » dit Lafarge en contemplant ses mains. « Lequel ? De ne pas avoir pu emmener Tom avec nous. Enfin, là, je ne vais pas remettre ça, excuse-moi. Nous sommes venus ici pour profiter de nos vieux jours en paix, pas pour penser à Tom. Il y a si longtemps qu'il est mort. On devrait essayer de l'oublier, lui et tout ce qu'on a laissé sur la terre. Tu as raison. » Il se remit à exposer ses mains à la chaleur, les yeux fixés sur le feu. « Je n'en parlerai plus. C'est simplement que j'ai la nostalgie de nos balades en voiture du dimanche, quand on allait à Greenlawn Park, mettre des fleurs sur sa tombe. C'était nos seules sorties. La pluie bleutée tombait doucement sur la maison. À 9h, ils se mirent au lit et restèrent allongés, tranquilles, la main dans la main, lui 70 ans, elle 75, dans la nuit pluvieuse. « Anna !» fit-il à voix basse. « Oui ? Tu n'as pas entendu quelque chose ?» Tous deux écoutèrent la pluie et le vent. « Rien, dit-elle. Quelqu'un qui sifflait. Non, je n'ai pas entendu. Je vais quand même aller voir. » Il enfila sa robe de chambre et alla jusqu'à la porte d'entrée. Il hésita un instant, puis l'ouvrit en grand. La pluie lui mouilla le visage, glacé. Le vent soufflait. Dehors se dressait une petite silhouette. Un éclair fendilla le ciel et fit passer une lueur blanche sur le visage qui observait le vieux Lafarge debout sur le seuil. « Qui est là ?» lança Lafarge en tremblant. Pas de réponse. « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Toujours pas un mot. Il se sentait très faible, épuisé, engourdi. « Qui êtes-vous » cria-t-il. Sa femme surgit derrière lui et lui prit le bras. « Pourquoi cries-tu » ? « Il y a un petit garçon dans la cour qui ne veut pas me répondre, » chevrota le vieil homme. « Il ressemble à Tom. Viens te coucher, tu rêves. Mais il est là, regarde toi-même. » Il fit bâiller un peu plus la porte à cet effet. Le vent froid soufflait, la pluie fine arrosait le sol, et la silhouette immobile fixait sur eux un regard lointain. La vieille femme se figea sur le seuil. « Allez-vous-en, dit-elle en agitant la main. « Allez-vous-en !»« Est-ce qu'on ne dirait pas Tom ?» demanda le vieil homme. La silhouette ne bougeait pas. « J'ai peur, dit la vieille femme. Ferme la porte et viens te coucher. Je ne veux pas me mêler de ça. » Elle disparut dans la chambre à coucher en maugréant entre ses dents. Le vieil homme resta sur place dans le froid,
que le vent faisait pleuvoir sur ses mains. « Tom !» appela-t-il doucement. « Tom, si c'est toi, si par hasard c'est bien toi, Tom, je ne mettrai pas le verrou. Et si tu as froid et que tu veuilles venir te réchauffer, entre un peu plus tard et étends-toi près du feu. Il y a des carpettes de fourrure. » Il referma la porte, mais sans la verrouiller. Sa femme le sentit se remettre au lit et frissonna. « Quelle nuit affreuse! Je me sens si vieille !» sanglota-t-elle. « Chut! Chut !» fit-il d'une voix apaisante avant de la serrer dans ses bras. « Allez, dors. » Elle finit par s'endormir. Alors, comme il tendait l'oreille, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir tout doucement, laissant entrer la pluie et le vent, puis se refermer. Il entendit des pas feutrés du côté de la cheminée et une respiration paisible. « Tom !» dit-il pour lui tout seul. Un éclair déchira les ténèbres. Au matin, le soleil était brûlant. Monsieur Lafarge ouvrit la porte du salon et jeta un rapide coup d'œil circulaire. Devant le foyer, les carpettes étaient vides. Lafarge soupira. « Je me fais vieux, » dit-il. Il entreprit d'aller chercher un seau d'eau claire au canal pour faire sa toilette. Sur le seuil de la porte, il faillit renverser le jeune Tom, qui rapportait déjà un seau rempli à ras-bord. « Bonjour, papa !»« Bonjour, Tom !» Le vieil homme s'écarta. Le gamin, pieds nus, se hâta de traverser la pièce, déposa son seau et se retourna en riant. « Une bien belle journée !» Effectivement, Lafarge n'en croyait pas ses yeux. L'enfant se comportait le plus naturellement du monde. Il se mit à se laver la figure dans l'eau. Le vieil homme s'avança. « Tom, comment es-tu arrivé ici? Tu es vivant? » « Je ne devrais pas ?» L'enfant leva les yeux vers lui. « Mais Tom, Greenlawn Park, tous les dimanches, les fleurs et... » Lafarge fut obligé de s'asseoir. L'enfant vint se tenir devant lui et lui prit la main. Le vieil homme sentit le contact des doigts chauds et fermes. « Tu es vraiment ici? Ce n'est pas un rêve? Tu veux que je sois ici, non ?» L'enfant semblait inquiet. « Oui, oui, Tom. Alors pourquoi poser des questions? Accepte-moi. » Mais ta mère, le choc. Ne t'inquiète pas pour elle. Pendant la nuit, je vous ai chanté des chansons. Comme ça, vous m'accepterez mieux. Surtout elle. Je sais quel choc ça peut être. Attends qu'elle arrive, tu verras. Il se mit à rire en secouant ses boucles cuivrées. Il avait des yeux très bleus, lumineux. « Bonjour, vous deux. » La mère sortit de la chambre à coucher en relevant ses cheveux en un chignon. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Tom se retourna et rit au nez de son père. « Tu vois ?» Ils firent un déjeuner délicieux, tous les trois, à l'ombre derrière la maison. Madame Lafarge avait déniché une vieille bouteille de vin de tournesol qu'elle avait mise de côté et ils en burent tous un peu. Monsieur Lafarge n'avait jamais vu sa femme aussi rayonnante. Si quelques doutes subsistaient dans son esprit à propos de Tom, elle ne s'en ouvrit point. La chose lui paraissait parfaitement naturelle, comme elle paraissait de plus en plus naturelle à Lafarge. Tandis que maman débarrassait, Lafarge se pencha vers son fils et lui demanda en confidence. « Quel âge as-tu à présent, fiston ?»« Enfin, papa, tu ne le sais pas ? 14 ans, bien sûr. »« Qui es-tu en réalité ? Tu ne peux pas être Tom, mais tu es quelqu'un. Qui ? » ?»« Non !» Effaré, l'enfant porta ses mains à son visage. « Tu peux me le dire, je comprendrai. Tu es un martien, n'est-ce pas ? J'ai entendu des histoires sur les martiens. Rien de précis, des histoires d'après lesquelles les martiens seraient devenus très rares
et prendraient l'apparence de terriens lorsqu'ils viennent parmi nous. Il y a quelque chose en toi. Tu es Tom, mais tu n'es pas vraiment lui. Tu ne peux vraiment pas m'accepter et te taire, s'écria l'enfant, ses mains lui masquant complètement le visage. Ne doute pas, je t'en supplie, ne doute pas de moi. Il se détourna et quitta la table en courant. Tom, reviens. Mais le gamin filait déjà le long du canal en direction de la ville. Où s'en va Tom ? S'enquit Anna en revenant chercher ce qui restait de vaisselle. Elle regarda son mari dans les yeux. Tu lui as dit quelque chose qui l'a contrarié ? Anna, dit-il en lui prenant la main. Anna, tu ne te souviens de rien ? Greenlawn Park, une pierre tombale, la pneumonie de Tom ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle se mit à rire. N'y pense plus, dit-il calmement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques Drancy, Duny, Le Bourget. Inscription gratuite. Extrait de Mars la Rouge, écrit par Kim Stanley Robinson, paru en 1993. Mars était vide avant notre arrivée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'y était jamais rien passé. La planète avait connu des accrétions, des fusions, des tourbillons qui s'étaient refroidis pour laisser une surface marquée par d'immenses cicatrices géologiques, cratères, canyons, volcans. Mais tout cela était survenu dans l'inconscient minéral, sans être observé, sans témoin. Sauf nous, qui avons tout vu depuis la planète d'à côté, et seulement durant le tout dernier instant de sa longue histoire. Nous sommes la seule conscience que Mars ait jamais possédée. À présent, chacun connaît l'histoire de Mars dans la culture humaine. Comment, au cours de la préhistoire, durant des générations, elle était l'un des astres les plus lumineux du ciel, à cause de sa rougeur et des fluctuations de son intensité, et de la façon qu'elle avait de ralentir sa course entre les étoiles, et parfois de l'inverser. Elle semblait lancer un message. Il n'est peut-être donc pas surprenant que les noms les plus anciens que les hommes lui aient donnés pèsent particulièrement sur la langue. Nirgal, Mangala, Okaku, Armakis. Ils sonnent comme s'ils étaient plus anciens encore que les langages dont ils sont issus, comme des mots fossiles venus de l'ère glaciaire et de plus loin encore. Oui, durant des milliers d'années, Mars eut un pouvoir sacré dans les affaires humaines. Et sa couleur rendait ce pouvoir encore plus redoutable, puisqu'il représentait le sang, la colère, la guerre et le cœur. Et puis, les premiers télescopes nous permirent de l'observer de plus près, de mieux voir ce petit disque orangé, avec ses pôles si blancs et ses taches sombres qui s'agrandissaient ou se rétrécissaient au rythme des saisons. Les progrès techniques ne nous apportèrent jamais rien de plus, mais ces images captées par la Terre fournirent suffisamment de flou à Lowell pour lui inspirer un conte que nous connaissons tous, celui d'un monde agonisant, avec ses habitants héroïques, luttant désespérément pour creuser des canaux afin de stopper l'invasion des déserts. Fascinant. Mais les sondes marinaires et vikings transmirent leurs clichés et tout fut changé. Notre connaissance de Mars en fut formidablement multipliée. Nous en savions désormais des millions de fois plus sur cette planète qu'auparavant. C'est un nouveau monde qui défilait devant nos yeux, un monde insoupçonné jusqu'alors. Pourtant, c'était apparemment une planète sans vie. Les humains s'étaient mis à rechercher des traces du passé de Mars, d'une éventuelle forme de vie, des microbes aux architectes de canaux, en passant même par d'éventuels visiteurs extrasolaires. Comme vous le savez, aucune preuve de tout cela n'a jamais été avancée. Les contes et les légendes se sont donc multipliés afin de combler ce vide, tout comme du temps de Lowell ou de celui d'Homère, comme dans les cavernes de la savane. On se mit à parler de microfossiles détruits par les bio-organismes expédiés de la Terre,
de ruines entrevues dans des tornades de poussière et à jamais perdues, d'un géant et de ses aventures, d'une peuplade de petits êtres rouges et furtifs que l'on aurait aperçus. Et tous ces contes ont été bâtis pour essayer de donner une vie à Mars, ou de la ramener à la vie, parce que nous sommes encore ces animaux qui ont survécu à l'âge glaciaire, qui contemplent avec émerveillement le ciel et se plaisent à se raconter des histoires. Et Mars n'a jamais cessé d'être ce qu'elle était pour nous depuis le commencement, un grand signe, un grand symbole, un grand pouvoir. Et c'est alors que nous sommes arrivés, non pas sur un pouvoir, mais sur un monde. Nous sommes arrivés, mais ce que les autres n'avaient pas réalisé, c'est que, lorsque nous atteindrions Mars, nous serions changés à tel point par ce voyage aller que tout ce que l'on nous avait dit n'aurait plus vraiment d'importance. Ça n'avait rien à voir avec l'exploration des fonds sous-marins ou la colonisation du Far West. Non, c'était une expérience absolument nouvelle, et tandis que l'Arès suivait sa trajectoire, la Terre devint une simple étoile bleutée parmi les... Non, c'était une expérience absolument nouvelle. Et, tandis que l'Arès suivait sa trajectoire, la Terre devint une simple étoile bleutée, perdue parmi d'autres, et nous recevions les messages avec un tel décalage qu'ils nous semblaient venir d'un autre siècle. Nous n'appartenions plus qu'à nous seuls, et c'est ainsi que nous sommes devenus des êtres fondamentalement différents. Rien que des mensonges, se dit Frank Chalmers, agacé. Il était assis parmi les dignitaires pour entendre l'habituelle allocution de son vieil ami John Boone, l'habituel discours d'exhortation de Boone, une épreuve exténuante pour lui. En vérité, le voyage vers Mars avait été l'équivalent technique d'un très long trajet en train. Non seulement ils n'étaient pas devenus des êtres fondamentalement différents, mais ils s'étaient révélés encore plus identiques à eux-mêmes que jamais, dépouillés de toutes leurs habitudes, jusqu'à ce qu'ils soient réduits aux matériaux bruts de leur moi. Mais John, en cet instant même, agitait l'index face à l'assistance tout en clamant. « Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de neuf. » Et quand nous sommes arrivés, nos différences terrestres se sont évanouies, car elles étaient absurdes sur ce nouveau monde. Mais oui, il le croyait vraiment. Sa vision intime de Mars était comme un objectif déformant, une espèce de religion. Chalmers cessa d'écouter et laissa errer son regard sur la ville nouvelle. Ils allaient la baptiser Nicosia. C'était la première agglomération édifiée à la surface de Mars. En fait, tous les immeubles avaient été bâtis sous une gigantesque toile transparente, tendue par une structure quasi invisible, sur le site de Tarsis, à l'ouest de Noctis Labyrinthus. De là, on avait une vue prodigieuse sur l'horizon d'ouest, marquée par le grand Pi de Pavonis Mons. Les vétérans qui se trouvaient dans le public en étaient absolument ébahis. Ils étaient à la surface de la planète. Ils avaient quitté leurs tranchées, leurs mésas et leurs cratères, et ils pouvaient voir jusqu'au fond de l'horizon. Splendide. Une vague de rire rappela l'attention de Frank. John Boone avait une voix rauque et un sympathique accent du Midwest. Il pouvait être tour à tour, et parfois simultanément, calme, véhément, sincère, ironique, modeste, confiant, grave et drôle. L'orateur parfait. Quant à l'assistance, elle était sous le charme. C'était le premier homme sur Mars qui leur parlait. Et, si l'on en jugeait leurs expressions, ils auraient pu tout aussi bien contempler Jésus en train de multiplier le pain et les poissons pour le dîner. À vrai dire, John méritait presque d'être adoré, car, sur un plan totalement différent, il avait accompli un miracle, lui aussi. Il avait transformé leur existence d'homme conserve en un fabuleux voyage spirituel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques Drancy, Duny, Le Bourget. Inscription gratuite. Extrait de la nouvelle Souvenirs à vendre, écrite par Philippe Cadic en 1964, adaptée au cinéma en 1990 par Paul Verhoeven et en 2012 par Len Wiseman sous le titre Total Recall.
Aussitôt réveillé, il eut envie de Mars. Ses valets, songea-t-il. Comment est-ce d'enfouler le sol? Le rêve prenait de l'ampleur à mesure que la conscience lui revenait. Le souvenir et le désir ardent. Il sentait presque la présence enveloppante de cet autre monde que seuls les agents du gouvernement et les personnalités haut placées avaient pu visiter. Les petits fonctionnaires comme lui n'avaient que très peu de chance d'y aller. « Tu te lèves, oui ou non ?» demanda Christine, sa femme, d'une voix ensommeillée où pointait une mauvaise humeur aussi virulente que coutumière. « Quand tu seras debout, appuie sur le bouton café chaud de cette maudite cuisinière. »« D'accord, » répondit Douglas Kyle, qui, pieds nus, se rendit à la cuisine du Connaught. Il s'exécuta docilement, puis s'assit à la table et sortit une petite boîte jaune d'excellent tabac à priser, de marque Dean Swift. Il inhala énergiquement, et le mélange bonache lui picota le nez avant de lui embraser le palais. Il continua quand même à renifler. Ça le réveillait et permettait à ses rêves, ses désirs nocturnes, ses aspirations aléatoires de se cristalliser en revêtant un semblant de cohérence. Un jour j'irai, se dit-il. Je verrai Mars avant de mourir. C'est impossible, bien sûr. Il le savait pertinemment, si rêveur qu'il fût. Pourtant, la lumière du jour, le bruit si banal de sa femme qui se brossait les cheveux devant le miroir de la chambre à coucher, tout contribuait à lui rappeler ce qu'il était en réalité. Un minable petit salarié, se dit-il amèrement. Christine le rappelait au moins une fois par jour, et il ne pouvait pas lui reprocher aux épouses de ramener les maris sur terre. Sur terre, s'esclaffa-t-il. C'était le cas de le dire. « Qu'est-ce qui te fait ricaner ?» demanda sa femme, en pénétrant en coup de vent dans la cuisine, vêtue d'une longue robe de chambre rose, dragée, dont les pans flottaient derrière elle. « Un rêve, je parie. Tu en as la tête farcie. » En effet, admit-il. Il regarda par la fenêtre de la cuisine, les aéros, les circuloirs et les petites silhouettes pleines d'entrain qui se rendaient en hâte au travail. Dans un moment, il se mêlerait à elle, comme d'habitude. « Il y a une femme, c'est ça ?» lança Christine avec mépris. « Mais non, répliqua-t-il, il s'agit d'un dieu, du dieu de la guerre. Il possède de magnifiques cratères au fond desquels poussent 1000 sortes de végétaux. Écoute-moi. » Christine s'accroupit à côté de lui. Sur un ton empreint de sérieux et qui, momentanément, n'avait plus rien de revêche, elle lui dit « Les fonds marins, nos fonds marins, sont bien plus beaux, infiniment plus beaux que cela. Tu le sais parfaitement, tout le monde le sait. Tu n'as qu'à louer des tenues à branchies, pour nous deux, et prendre une semaine de congé. On descendra séjourner dans une station subaquatique ouverte toute l'année. En plus, elle s'interrompit. Tu ne m'écoutes pas, tu as tort. Je te propose une chose qui vaut 1000 fois cette idée fixe, cette obsession de Mars, et tu n'écoutes même pas. Sa voix se fit perçante. Bonté divine, tu files un mauvais coton, Doug. Que vas-tu devenir ? Je vais aller travailler, fit-il en se levant. Il ne pensait plus au petit déjeuner. Voilà ce qui va m'arriver. Elle le dévisagea. Ton état empire chaque jour. Tu es de plus en plus détraqué. Je me demande comment ça va finir. Sur Mars, déclara-t-il. Et puis il alla prendre dans le placard une chemise propre pour aller travailler. C'était le milieu de la matinée. Une fois descendu du taxi, Douglas Kyle traversa, sans se presser, 3 circuloirs piétons, surpeuplés, pour s'arrêter enfin devant une entrée moderne, d'allure engageante. Sans se soucier de perturber la circulation, il lut attentivement l'enseigne au néon dont la couleur ne cessait de changer. Ce n'était certes pas la première fois, mais jamais il ne s'en était autant approché. Aujourd'hui, c'était différent. Il avait fait un pas dans une direction que, tôt ou tard, il lui faudrait suivre jusqu'au bout. Mémoire SA. Était-ce là la solution ? Après tout, les illusions, si convaincantes soient-elles, n'étaient que des illusions, du moins objectivement. En revanche, subjectivement, c'était le contraire. Et quoi qu'il en fût, il avait rendez-vous dans 5 minutes. Il inspira à plein poumon l'air légèrement pollué de Chicago, puis franchit l'éblouissant chatoiement polychrome de l'entrée et se dirigea vers le comptoir de la réception. Une blonde, à l'élocution impeccable, au sein nu mais à la mise par ailleurs impeccable, lui dit sur un ton affable « Bonjour, monsieur Kyle. »
Oui, fit-il, je viens pour un traitement mémoire, mais vous êtes manifestement au courant. Elle décrocha le vitephone, placé près de son coude à la peau bien lisse, et annonça dans l'appareil. « Monsieur McLean, Monsieur Douglas Kyle est là. Peut-il entrer ou bien est-ce trop tôt ?» Une voix marmonna dans le combiné. « Allez-y, Monsieur Kyle, dit-elle. Vous êtes attendu. Monsieur McLean va vous recevoir. » Comme il se mettait en marche d'un air un peu hésitant, elle lui lança. « Bureau D, Monsieur Kyle, à votre droite. » Après une désagréable mais brève sensation de désorientation, il trouva la pièce en question. La porte était béante et à l'intérieur, derrière un grand bureau en noyer véritable, était assis un homme entre deux âges, l'air aimable, qui portait un costume gris en peau de grenouille martienne, dernier cri. Rien qu'à sa tenue, Kyle devinait qu'il s'adressait à la bonne personne. « Asseyez-vous, Douglas », enjoignit McLean, en agitant sa main grassouillette pour désigner une chaise faisant face au bureau. « Alors comme ça, vous voulez aller sur Mars ? C'est parfait. » Kyle s'assit, un peu tendu. « Je ne suis pas très sûr que cela vaille le prix demandé, déclara-t-il. Ça coûte très cher, et autant que je sache, je ne reçois rien en échange. Ça coûte presque aussi cher que d'aller pour de vrai, songea-t-il. Vous recevrez des preuves tangibles de votre voyage, protesta énergiquement McLean. Toutes les pièces à conviction qu'il vous faudra. Tenez, je vais vous faire voir. Il fouilla le tiroir de son impressionnant bureau, le talon du billet. Il ouvrit une chemise en papier bulle et sortit un petit carré de carton gravé en relief. Ceci prouve que vous y êtes allé et que vous en êtes revenu. Des cartes postales, il étala méticuleusement sur son bureau 4 cartes affranchies en couleur et en 3 dimensions. Un film, des vues de sites touristiques locaux que vous aurez prises avec votre caméra louée sur place. Il lui montra à leur tour, plus le nom des gens que vous aurez rencontrés, des souvenirs pour une valeur de 200 postcrides qui arriveront de Mars dans le courant du mois suivant, et le passeport, des certificats de vaccination, etc. Relevant la tête, il jeta à Kyle un regard pénétrant. Vous serez convaincu d'y être allé. Ne vous en faites pas. Vous ne vous souviendrez ni de nous, ni de cette entrevue, ni de votre passage ici. Dans votre mémoire, ce sera un vrai voyage. Nous vous le garantissons. 15 jours de souvenirs remémorés dans le moindre détail. N'oubliez jamais ceci, si un jour vous doutez d'avoir réellement effectué un séjour prolongé sur Mars, revenez et vous serez intégralement remboursé. Vous voyez ? Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques Drancy, Tuny, Le Bourget. Inscription gratuite. Extrait du premier tome de la série Phobos, écrit par Victor Dixon, paru en 2015. Léonore, que ressentez-vous au moment de quitter la Terre pour toujours ? Léonore, est-ce que vous avez hâte ? Léonore, est-ce que vous avez peur ? Des centaines de bras prolongés de perches et d'appareils photos se tendent vers moi comme des tentacules, au-dessus des épaules en uniforme qui essayent de les contenir. Un journaliste parvient à forcer le cordon d'agent de sécurité pour me coller sous le nez son micro et ses yeux de rapace, bleu perçant. « Une dernière déclaration, Léonore ?» demande-t-il avec son sourire carnassier. « Des regrets peut-être ? Non, aucun, et vous ?» Je réponds en amorçant un geste du majeur que je rectifie de justesse en V de la victoire. « C'est de la provoque ou quoi ? Me demander si j'ai des regrets juste avant le départ ? Qu'est-ce qu'il cherche ce vautour ? Des pleurs ? Des coups ? Il n'aura ni l'un ni l'autre. Serena nous a bien prévenus que les journalistes tenteraient de nous pousser dans nos derniers retranchements pour faire le scoop. Il faut dire qu'ils ont les crocs. Ça fait 1 an qu'ils attendent qu'on leur dévoile enfin les sélectionnés, car notre année de formation s'est déroulée à l'abri des caméras, dans le plus grand secret. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils nous voient en chair et en os, et c'est aussi la dernière. Dans quelques instants, nous allons décoller pour ne jamais revenir. Du coup, ils en veulent un max. C'est bien connu, la photo d'un visage décomposé se vend toujours mieux. Pas question de me laisser manipuler par un paparazzi qui veut vendre mes larmes à prix d'or. Je dégaine mon plus beau sourire, celui que je répète tous les matins dans la glace depuis que j'ai signé avec mon sponsor, la maison de luxe Rosier & Mercognac. Puis je m'arrache à la meute qui hurle mon nom et je m'élance dans l'escalier menant à la plateforme d'embarquement, mes longs cheveux roux soulevés par la brise qui vient de la mer, au bout de la base de Cap Canaveral. Je gravis les 3 dernières marches en me répétant mon nouveau mantra.
Tu es un mannequin rosier maintenant, Léo. Tâche d'avoir la classe. Pour être honnête, quitte à être dans la mode, je m'imaginais plus comme créatrice que comme mannequin, vu ma passion pour le dessin d'une part et mon aisance en public proche de zéro d'autre part. Il faut dire aussi que mes bottes d'astronaute et ma combinaison spatiale n'aident pas vraiment à jouer les gazelles. En guise de podium de défilé, la plateforme d'aluminium émet une plainte métallique sous mes semelles. Je lève les yeux. Le lanceur est là, fusée haute comme un immeuble de 15 étages, plus massive, plus écrasante, plus vraie que tout ce que j'ai rêvé jusqu'à présent. Tout autour de la plateforme, 4 écrans géants diffusent un diagramme qui explique le protocole du programme Genesis aux spectateurs, pour la 100e fois sans doute. Nous accueillons maintenant nos intrépides pionniers, nos formidables conquérants de l'espace, commente une voix à travers les enceintes monumentales. Ils sont 12 jeunes gens choisis parmi des millions de candidats au terme d'une sélection internationale sans précédent. Un voyage inouï les attend, le plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité. Ils iront plus loin que Yuri Gagarin, plus loin que Neil Armstrong, plus loin qu'aucun être humain n'est jamais allé. Leur formidable périple se déroulera en 6 étapes, retransmises en direct sur la chaîne Genesis, 24 heures sur 24, grâce à notre système laser de communication interplanétaire. 1. Lancement simultané de 2 capsules jumelles, filles dans l'une et garçons dans l'autre, vers le vaisseau Cupido qui les attend en orbite terrestre. 2. Connexion des 2 capsules à chaque côté du Cupido, dans 2 compartiments séparés. 3. Allumage du propulseur nucléaire et injonction du Cupido sur une trajectoire vers Mars pour un transit interplanétaire de 161 jours. 4. Alignement du Cupido en orbite martienne dans le sillage de Phobos, la lune de la planète rouge, un emplacement idéal pour viser, depuis l'espace, le lieu d'atterrissage. 5. Largage définitif des 2 capsules accueillant les heureux élus dans le puits gravitationnel de Mars. 6. Retour du Cupido vide en orbite terrestre pour embarquer la prochaine promotion d'astronautes, dans 2 ans. Je rejoins les autres filles déjà en rang au pied du lanceur, face à un rideau bariolé de logos de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Gros logo pour les sponsors Platinum, moyen logo pour les sponsors Gold, petit logo pour ces petits joueurs de sponsors Silver. Des dizaines de projecteurs sont braqués sur moi, plus éblouissants que le soleil de juillet. Des caméras montées sur des rails virevoltent tout autour de la plateforme en émettant des bourdonnements d'insectes. J'essaie de sourire de plus belle, de jouer le rôle de la fille pour qui tout ça est parfaitement naturel, alors qu'en réalité, je suis aussi à l'aise qu'un poisson hors de l'eau. J'ai l'impression absurde que le système de régulation thermique de ma sous-combinaison est tombé en panne, tellement j'ai chaud. Vivement que le cérémonial soit fini et que je sois là-haut dans l'espace, en route vers mon destin. La main de Chris se pose sur la mienne. « C'est grâce à toi qu'on est là, Léo, la machine à certitude !» me glisse-t-elle à l'oreille de sa voix claire. La machine à certitude, c'est le surnom que me donne Chris quand elle veut me taquiner sur mon côté buté. Elle a bien le droit de m'appeler comme elle veut. Elle est comme une sœur pour moi depuis le matin où nous nous sommes rencontrés sur la piste unique d'un minuscule aéroport, perdu dans la fournaise de la vallée de la mort en Californie. C'était il y a 1 an. Je débarquais tout juste de France, elle s'était envolée d'Allemagne la veille. Des 6 filles sélectionnées pour le programme Genesis, nous étions les premières à arriver au camp d'entraînement reproduisant les conditions de Mars. Nous étions folles de joie. Nous étions mortes de peur. Je me suis confiée à elle comme à personne auparavant. Les mots me venaient naturellement en anglais, la langue officielle du programme Genesis. Entre nous, ça a été comme un coup de foudre amical qui ne s'est jamais démenti. Ça m'a émue d'apprendre qu'elle était orpheline comme moi. Quelle coïncidence, je me suis dit, sur une population de plusieurs milliers de candidates. Sauf que ce n'était pas une coïncidence, comme on s'en est vite rendu compte. Chacune à sa manière, les 4 autres filles qui nous ont rejointes dans la soirée étaient toutes sans attache, sans rien ni personne pour les retenir sur Terre. C'était ainsi que le programme Genesis avait fait sa sélection. À la gauche de ce rideau, voici nos 6 prétendantes. À la droite, nos 6 prétendants. De belles filles et de beaux garçons réunis sur la presqu'île de Cap Canaveral en Floride. Une tribune se dresse perpendiculairement au rideau, surmontée d'un pupitre, derrière lequel est juché un homme chauve de belle carrure, en costume gris. C'est lui la voix dans les enceintes. Le directeur Locke, notre Monsieur Mars en personne. Il était l'un des plus hauts cadres de la NASA,
avant que le nouveau gouvernement hyperlibéral des États-Unis ne mette en vogue son agence spatiale en même temps que tout un tas d'autres choses comme la poste, les autoroutes et l'ensemble des musées nationaux. Un gigantesque vide-grenier. La grande promesse électorale du président Green, tout ça pour essayer d'éponger la dette abyssale du pays. With President Green, take America out of the red. C'était le slogan de sa campagne. C'est une boîte privée qui a acquis la NASA, il y a 2 ans, pour une somme non divulguée. Atlas Capital, un fonds d'investissement, le genre qui rachète les entreprises en difficulté dans le seul but de les désosser et d'en tirer un max de fric. Avec la NASA, ça n'a pas loupé. Ils ont aussitôt viré la moitié du personnel, en gros tous ceux qui ne planchaient pas directement sur la conquête de Mars, un projet bien avancé au moment du rachat mais qui n'avait jamais pu être mené à terme, faute d'argent public. Les gens d'Atlas ont tout récupéré. La base de lancement du Cap Canaveral, le centre de contrôle de Houston, le vaisseau qui attend en orbite autour de la Terre, le matériel déjà largué sur Mars pour les missions inhabitées précédentes. Tout. Ils ont décidé de relancer le projet, et bien plus, d'en faire la plus grande télé-réalité de tous les temps, grâce à laquelle ils comptent bien rembourser leur investissement, rentrer dans leurs frais et se remplir les poches. Ainsi est né le programme Genesis, dont Gordon Locke est le directeur technique. Vous découvrez les heureux élus pour la première fois aujourd'hui, continue-t-il. Après tous ces mois d'attente et de spéculation depuis l'annonce du programme Genesis, après des millions de candidatures spontanées, vous les voyez en ce moment, comme je les vois, sur les 2 parties de votre écran. Depuis son perchoir, le directeur Locke peut contempler les 2 côtés du rideau. Derrière lui est suspendu l'immense symbole du programme Genesis, une planète Mars dans laquelle se lève la silhouette d'un fœtus. Le même motif est cousu sur la poche de sa veste et sur la casquette de chaque agent de sécurité. Une planète ventre, il fallait oser quand même. Je parie que des publicitaires ont planché des jours et des nuits pour pondre ça. C'est cash comme logo, d'accord, mais en même temps c'est marquant. Ça met les points sur les i et ça ne ment pas sur le but ultime du programme. Établir une colonie humaine fertile sur Mars. Si on m'avait donné un brief pareil, je ne crois pas que j'aurais fait mieux. Mais eux ne se sont jamais vus. Ils ont vécu leur année de formation dans 2 camps séparés, au cœur de la vallée de la mort. Les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ils ont reçu en parallèle une solide instruction qui a fait d'eux des spécialistes dans leur domaine, respectifs. Ils ne se sont jamais croisés, jusqu'à ce jour. Le directeur Locke marque une pause et nous couvre de ses prunelles brillantes d'excitation. Un coup à droite, un coup à gauche. Tout autour de la plateforme, les 4 écrans géants renvoient son image grossie 100 fois. Je ne peux m'empêcher de penser à comment je lui croquerais le portrait si j'osais. C'est ma manière à moi de voir le monde, à travers mon œil de dessinatrice. Ça me permet de mettre les choses un peu à distance, moi qui réagis trop souvent au quart du tour. Ça m'aide à considérer les gens qui m'impressionnent avec un peu de recul, moi que l'on a si souvent regardé de haut. Là, par exemple, le large front dégarni du directeur me fait penser à une planète chauve. Sa peau rougie par le soleil, grainée de pores, m'évoque le sol de Mars, bombardé de cratères. On dit que les gens ressemblent souvent à leur chien par mimétisme. Gordon Locke, lui, ressemble à sa planète. Ça ferait une chouette caricature. Quelque chose de pas méchant, qu'il ferait sans doute sourire lui-même. Rien que d'y songer, je sens que les muscles de mon visage se décripsent, que mon diaphragme se relâche. Je respire. Mes yeux s'envolent au-dessus de Monsieur Mars, qui est quand même le génie grâce auquel le programme existe. Il se pose sur la grande horloge digitale suspendue dans les airs au-dessus de la plateforme d'embarquement. Elle affiche le compte à rebours en chiffres étincelants. Dès 52 minutes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette œuvre dans le réseau des médiathèques de Drancy, d'Uny, Le Bourget. Inscription gratuite.